Bienvenue aux deuxième vidéo du bloc 4. On est encore dans le chapitre 9. On avance, on est rendu à la section 9.2 où on va vraiment aller discuter les collisions et faire certains, au moins un exemple si le temps le permet. Donc en physique, une collision, ça décrit un contexte vraiment spécial. C'est une interaction entre deux objets, mais il n'y a pas nécessairement de contact au point de vue pour la définition d'une collision. Ça a l'air étrange. Ce qui va vraiment être important, c'est que ça va se produire sur un court intervalle de temps. Et que ça va permettre, le fait que ce soit sur un court intervalle de temps, de négliger les forces externes. Donc, on va vraiment juste regarder l'interaction entre les deux objets. Pour l'aspect sans contact, vous pouvez y penser entre deux électrons qui s'approcheraient l'un de l'autre, puis finalement se repousseraient vu qu'ils sont tous les deux de charge négative. Ils auraient interagi probablement très rapidement. Les particules subatomiques comme les électrons ont tendance à aller très très vite parce qu'ils ont tellement peu de masse qu'ils peuvent accélérer rapidement. Et s'ils se rapprochent, mais qu'ils finissent par se repousser, ils n'auront jamais eu de contact. De toute manière, le contact, quand on est rendu au niveau de particules subatomiques, c'est vraiment difficile à décrire. Mais ils vont avoir interagi. Ça n'aura pas duré longtemps. On est capable de négliger les forces externes. La gravité a un effet complètement négligeable là-dedans. Donc, ça peut être décrit comme une collision, même s'il y a peu de contact. Donc, dans les collisions, on pourra avoir une certaine quantité d'énergie qui sera perdue. On va même pouvoir avoir gagné éventuellement. Donc, quand elle est perdue, ce serait qu'elle est transformée en chaleur par frottement, un cas classique, ou utilisé pour rompre les liens chimiques entre des molécules si les objets se déforment un petit peu l'un l'autre. Donc, elle ne sera plus sous forme d'énergie cinétique ou potentielle, qui sont les deux formes d'énergie qui composent l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, comme ça, peut aussi être gagnée, par exemple, lors d'une explosion. On va prendre de l'énergie chimique qui était emmagasinée dans les réactifs de l'explosion et elle va être convertie en mouvement, donc en énergie mécanique. Donc, on va calculer la perte ou le gain d'énergie par delta E. Donc, delta E, comme d'habitude, c'est EF moins EI. Donc, delta, c'est toujours final moins initial. Mais si on est capable de négliger les forces externes parce qu'elles se produisent sur un court intervalle de temps, donc négliger la gravité, on n'aura pas d'énergie potentielle à considérer. Donc, en fait, vous allez souvent voir que je vais passer peut-être directement à KF moins KI. Ça, c'est parce qu'on ne considère pas la variation d'énergie potentielle que j'ai écrit juste en bas. On pourrait aussi vouloir parler du pourcentage de variation d'énergie. À ce moment-là, on va prendre notre delta E et on va le diviser par la valeur initiale de l'énergie mécanique. Mais ça pourrait bien sûr être delta K sur K initial. Quand on fait ça, c'est vraiment pour tout le système au complet. Donc, énergie cinétique totale du système. Puis, on le met en pourcentage, donc fois 100%, pour le mettre en pourcentage si vous le voulez. On aura différents types de collisions qui vont se distinguer par leur perte d'énergie. Donc, en premier, en fait, c'est qu'il n'y aura pas d'énergie. Pas de perte d'énergie, pardon. Donc, les collisions élastiques conservent l'énergie mécanique. Mais ça, vous ne pouvez pas le deviner par vous-même. Je ne peux pas vous dire que deux objets entrent en collision et tout d'un coup, vous devez savoir si c'était une collision élastique. Ça va toujours être mentionné si vous avez besoin de le savoir. En théorie, purement théorique, seules les collisions sans contact pourraient être élastiques. Parce que dès qu'il y a un contact, en tant que tel, s'il fait juste avoir un son qui est émis, j'ai tapé dans mes mains, c'est déjà une perte d'énergie. Il y a de l'énergie qui a été transmise aux molécules d'air pour constituer l'onde sonore en tant que telle. Ça, c'est très théorique. De manière plus pratique, si l'objet ne se déforme pas, souvent on va pouvoir considérer ça comme une collision élastique. Mais ça, c'est juste pour vous le mentionner, pour que vous puissiez le visualiser un petit peu. Mais en tant que tel, il faut quand même toujours que je le précise ou que Benson le précise si la collision est élastique et que vous avez besoin de le savoir. Un exemple concret de collision élastique,
ben, c'était mon pendule de Newton. Donc, si les billes ne se déforment pas du tout, donc il y a très, très, très peu de perte d'énergie. C'est pour ça que d'ailleurs, ça peut durer très longtemps quand on a un bon pendule de Newton et qu'on finit par l'arrêter à la main, en général. Donc, des billes indéformables, c'est un bon exemple de collision élastique. Les collisions inélastiques, ben, en fait, c'est le reste. C'est le cas le plus général. Donc, par défaut, si on vous dit rien de spécifique sur qu'est-ce qui se passe dans la collision avant ou après, vous supposez que ça fonctionne comme une collision inélastique. À ce moment-là, il y a une perte d'énergie. Cette perte d'énergie-là doit provenir d'un travail non conservatif. Ça se peut qu'on vous le donne, ça se peut qu'on vous le demande. Donc, WNC sera la variation d'énergie, qui sera la variation d'énergie potentielle. Donc, énergie mécanique ou énergie potentielle, ou énergie cinétique, pardon, puisqu'on néglige la variation d'énergie potentielle, comme je le mentionnais tantôt. Ensuite, la collision parfaitement inélastique. Et là, le mot parfaitement est vraiment important. C'est le cas où on a le plus de perte d'énergie. Ça, c'est la description plus physique, mais en tant que telle, plus visuellement, les deux objets vont rester pris ensemble. Donc, la vitesse finale, je vous rappelle que V, maintenant, je l'utilise pour mes vitesses finales de l'objet A, va être la même vitesse finale que l'objet B. Donc, ici, est la vitesse finale. Là, je dis que les objets restent pris ensemble. Pour moi, ça peut durer une fraction de seconde. Après ça, ils vont tomber par terre, ils vont finir par se séparer, ils vont avoir chacun leur mouvement. Mais si ils entrent en contact, ils se déforment assez en général pour rester pris ensemble, ça va vraiment ça va pouvoir être décrit comme une collision parfaitement inélastique, même s'il se passe autre chose par après. Mathématiquement, ben, ça reste une collision inélastique, donc on garde WNC qui est égal à delta E. Donc, je passe à un premier exemple, le lancer du couteau. Donc, une personne qui s'entraîne à lancer des couteaux sur un melon, immobile, initialement. Donc, le couteau qui va être mon objet A, et je vais avoir le melon qui va être mon objet B. Si vous voulez visualiser la chose, j'ai un couteau ici, j'ai un melon qui est là. Et ça, c'est dans ma situation initiale. La vitesse initiale, donc je rappelle que maintenant j'utilise U pour la vitesse initiale, va être de 10 mètres par seconde pour le couteau, alors que la vitesse initiale de mon objet B, qui est mon melon, était nulle. Et à la fin, je dis que le couteau reste pris dans le melon, quelque chose comme ça. Donc, on va avoir les deux mêmes vitesses finales, VA est égal à VB dans la situation finale. On donnait aussi les masses, donc 500 grammes pour le couteau. Je vais le mettre en kilogrammes. Et 5 kg pour le melon. On cherche en premier la vitesse des deux objets immédiatement après la collision, donc juste quand ils sont restés, quand le couteau est rendu pris dans le melon. Avant qu'ils se mettent à rouler, par exemple, c'est pas cet aspect-là qui nous intéresse. Donc, on aura la conservation de la quantité de mouvement. Puis, vous pouvez l'écrire tout de suite avec les M puis les V. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'écriture avec les P. Souvent, c'est d'aller directement vers ce qu'on va vraiment utiliser. Donc, MA, vitesse initiale de A. Techniquement, tout ça se passe en une seule dimension. Je pourrais ne pas mettre du tout d'indice x, y dans un contexte comme celui-là, ça ne me dérangerait pas. Mais là, je vais vous faire prendre des bonnes habitudes. Donc, je vais mettre UAX plus MB UBX est égal à MA VAX plus MB VBX. Donc, je vais avoir la masse de 0,5 fois 10 plus la masse de 5 fois 0. Puis ici, bien sûr, je vais pouvoir mettre la vitesse en évidence. C'est un Vx que je vais écrire. Avec MA plus MB, donc 0,5 plus 5. Et j'obtiens ma vitesse finale Vx qui sera de 0,5
909 mètres par seconde. Ensuite, on cherche la quantité d'énergie mécanique qui a été perdue pendant la collision. Donc, on cherche delta E et on avait dit que ça allait revenir à delta K vu qu'on n'a pas d'énergie potentielle. Donc, KF moins KI. Et j'avais mentionné que c'est les énergies cinétiques du système. Donc, je vais avoir une demi MA VA carré. Remarquez qu'ici, j'écris pas de X ou de Y. Avec l'énergie, on est rendu avec un scalaire, donc c'est le module de la vitesse qui va là. Je ne mets pas d'indice X ou Y. Plus une demi MB VB au carré, moins une demi MA UA carré, plus une demi MB UB carré. Bien sûr, ici, la vitesse initiale pour B était nulle. Je vais juste vous écrire la formule de manière aussi générale que possible. Et on va avoir la même vitesse VA et VB à la fin. Donc, on va avoir une demi fois 0,5 plus 5 fois 0,909 au carré, moins une demi fois 0,5 fois 10 au carré. On se retrouve avec comme énergie cinétique finale 2,27. 27,3. Si je veux garder plus de chiffres significatifs. Toujours une bonne chose quand on a une soustraction de garder plus de décimales que nécessaire pour être sûr de ne pas en manquer plus tard. Et l'énergie cinétique initiale était de 25. Donc, on se retrouve avec un delta E qui est négatif, ce qui est tout à fait logique. Ça veut dire qu'on a perdu de l'énergie pendant la collision, c'est à quoi on s'attendait, vu qu'on avait une collision parfaitement inélastique. Donc, ici, 73. Donc, ça ici, c'est en joules. Et on peut aussi l'exprimer en pourcentage. Donc, je peux faire delta E sur E initial. C'est pour ça que c'est un des rares types d'équations où j'ai tendance à aller garder mes termes individuellement avant de faire ma soustraction totale, parce que je sais que souvent, on a besoin de réutiliser l'énergie initiale, que vous auriez pu écrire en K ici aussi, là. Delta K sur KI. Donc, moins 22,73 sur 25, et ça me donne moins 91%. Donc, presque toute l'énergie cinétique a été perdue. On peut bien le voir quand on comparait le 25 par rapport au 2,27. C'est assez logique. On a un couteau qui est vraiment pas lourd, un melon qui est quand même assez lourd. Donc, le couteau s'est pratiquement arrêté au complet par le melon, mais les deux vont continuer à bouger un tout petit peu quand même. Pour le prochain numéro, on va être en 2 dimensions, mais je vais le faire dans une autre vidéo.